peut y aller? On peut y aller. Bon. Eh ben, merci beaucoup, merci à tous. Je suis heureux de vous voir. Donc, pour ce premier Zoom de la gauche, enfin, ce qu'on a appelé, nous, un Zoom de la gauche, qui, à mon sens, est un événement, parce que je n'ai pas le souvenir de réunions récentes qui réunit comme ça tout l'arc républicain, socialiste, réformiste, où chacun vient à égalité livrer son diagnostic, ses analyses, ses propositions pour les confronter à celles des autres. Donc, c'est la démarche qu'on a engagée depuis maintenant 6 mois dans notre association. Engageons-nous. Cette association a 2 buts, très rapidement. Un, elle veut contribuer à renouveler les idées pour un projet républicain, social et écologique. Et puis, de manière à ce que ça puisse déboucher un jour, j'espère, sur un projet commun pour une gauche de l'action. Nous avons déjà publié dans un premier travail une centaine de propositions qui ont été diffusées il y a maintenant une dizaine de jours. Évidemment, ce n'est pas un programme tout armé qui sort de notre cerveau, c'est une contribution, c'est soumis à la critique, et puis ce sera, cas échéant, confronté, comparé aux propositions des autres, puisque beaucoup de gens ont entamé des démarches similaires. Et puis le deuxième but de notre association, c'est que nous nous efforçons, comme aujourd'hui, de rapprocher les points de vue des forces qui composent cette partie du paysage politique, sachant qu'évidemment c'est un premier pas et que nous essaierons autant que possible d'élargir ensuite à d'autres forces. Le raisonnement est simple, c'est qu'avant de commencer à discuter d'une candidature, on pense qu'il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire par les idées. Et donc, installer un dialogue, essayer de trouver une vision commune et faire en sorte qu'en examinant nos convergences, nos divergences, on trouve un socle commun qui puisse servir ensuite de référence à la candidature en question. Mais il y a des étapes dans la vie, même si elles sont rapprochées. Donc, il est probable qu'on devra désigner tous, autant que nous sommes une, ou j'espère une seule candidature, peut-être plusieurs, mais ce sera à l'automne. D'ici là, il y a plusieurs mois qui vont s'écouler. On voudrait mettre à profit cet espace de temps pour discuter, rapprocher les points de vue et faire en sorte qu'on discute pas seulement de qui, on ne réponde pas seulement à la question qui, mais qu'on réponde à la question quoi et comment. Donc voilà le but de la réunion. Je vous propose d'entamer la discussion. On va faire, si vous le voulez bien, un premier tour de table. Donc, chacun dira qui il est. D'abord, on vous connaît, mais ce sera pour ceux qui ne vous connaîtraient pas éventuellement. Et puis, ensuite, on abordera le premier sujet de fond qui nous semblait un des plus importants, qui est la crise de la démocratie. Mais ça sera dans une deuxième partie de la réunion, qui est limitée au grand maximum à 2 heures. Alors, comme c'est une réunion Zoom, il y a des règles techniques qu'on est obligé d'appliquer. Alors, on va les appliquer souplement, démocratiquement, mais on propose de limiter le temps de parole de chacun à 4 minutes, quitte à revenir ensuite, hein, évidemment. Et puis, au bout de 3 minutes, on dira, écoutez, il vous reste 1 minute, un peu plus éventuellement, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de débordement, que quelqu'un ne fasse pas des tunnels, puis prenne la place des autres. C'est une réunion démocratique et égalitaire. Donc, je propose d'engager la discussion sur le premier point, c'est-à-dire un premier tour de table où chacun donne son idée de la situation et de sa propre action, de comment il voit l'avenir. Alors, j'ai fait un petit ordre purement arbitraire, j'en suis désolé, mais bon, si quelqu'un veut absolument prendre la parole entre-temps, qu'il le dise, il suffit de lever la main, vous avez un système pour lever la main. Mais je proposais de donner la parole d'abord à notre amie Fanny Bénard, qu'on a rencontrée avec les engagés il n'y a pas très longtemps, avec qui on a eu une discussion tout à fait fructueuse. Et donc, je vais lui donner la parole en premier. Elle anime, avec d'autres, l'association À nous, la démocratie. Donc, Fanny Bénard. Merci. Bonjour à tous. Donc, en effet, je suis vice-présidente du mouvement À nous la démocratie. À nous la démocratie, c'est un mouvement citoyen
qui a été fondée il y a 4 ans maintenant, initialement dans l'objectif des législatives en 2017, avec un objectif qui est vraiment de comment on modifie les institutions. On a vraiment un programme et des idées qui sont autour des institutions. Donc, comment on modifie les institutions pour remettre les citoyens au cœur de la décision. C'est un positionnement qui est un peu particulier sur l'échiquier politique et j'en reviendrai ensuite sur le constat justement, mais qui est de se dire qu'en fait, la majorité des enjeux, qu'ils soient sociaux, environnementaux et des crises auxquelles on a à faire face aujourd'hui, ces enjeux-là, ils doivent se traiter absolument en remettant les citoyens et les citoyennes au cœur de la décision publique. Et pour ça, on a différentes façons de faire. Je reviendrai là-dessus. Alors, avant tout, quand j'ai été invitée à ce panel, à ce débat, je me suis dit, ça veut dire quoi être de gauche? Parce qu'aujourd'hui, et notamment en 2017 avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, les cartes ont été rebattues. On a eu tendance à dire il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, je suis ni de droite ni de gauche. Et pourtant, je me suis posé la question pour moi-même en me disant, je me suis toujours revendiquée de gauche. Je fais pourtant partie d'un mouvement citoyen qui est plutôt ni à droite ni à gauche, mais un petit peu, j'allais dire au-dessus, en tout cas transversal sur ces sujets-là, en se disant que tous ont le droit de s'exprimer et que tous ont potentiellement des bonnes idées d'où elles viennent. Mais en tout cas, ça veut dire quoi d'être de gauche? Alors déjà, ça veut dire ne pas être de droite. Je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus, mais si on creuse un peu, ça veut dire pour moi choisir les droits de tous par rapport aux droits individuels. À moi, j'ai le droit de, qui est quelque chose qu'on entend pas mal aujourd'hui. C'est choisir le commun et le bien commun par rapport au capital individuel. Le bien commun, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, dont certains panélistes autour de ce Zoom parlent aussi aujourd'hui, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous identifie. C'est choisir d'être libre ensemble plutôt que tout seul défendre sa liberté les uns contre les autres. C'est choisir les générations futures et le monde qu'on laisse aux générations futures. C'est en fait comment rassembler la gauche, c'est comment on construit ensemble un monde où chacun a sa place, où chacun a envie de vivre, où chacun se sent bien, un monde désirable en fait. Et on a aujourd'hui beaucoup de mal à se projeter dans ce monde désirable. Peut-être que la situation actuelle et la guerre notamment entre certains partis qui se revendiquent des mêmes valeurs ont du mal à construire ce monde désirable dans lequel on a tous envie de vivre ensemble. Un monde désirable, pour moi, c'est un monde où chacun a sa place. Je l'ai dit, c'est un monde où chacun a la parole aussi. Et au-delà d'avoir la parole, c'est un monde où chacun est entendu. Aujourd'hui, on entend beaucoup de révoltes. On a tendance à dire les Français sont contre tout, mais peut-être qu'en ce moment, c'est de plus en plus fort. Peut-être parce qu'ils ne se sentent pas ni écoutés, ni entendus, en tout cas pas pris en compte. Et c'est pour moi vraiment un enjeu qui est très fort. Je le vois aujourd'hui en étant élu local dans le 18e arrondissement à Paris. Il reste une minute. Oui, Pardon. je vais vite. On a une opposition en fait entre les citoyens et nous. À partir du moment où on a l'étiquette d'élu, on a une grande défiance. Et je pense que les institutions doivent évoluer avec différentes modalités. Alors la Convention citoyenne est une très bonne modalité pour gérer des enjeux sur lesquels il faut qu'on se mette d'accord. Le référendum d'initiative citoyenne pour que les citoyens et citoyennes puissent prendre la parole dans le débat politique directement. Un vrai enjeu d'éducation des citoyens, hein, comment fonctionnent les pouvoirs aujourd'hui. Hein, on se rend compte qu'on ne sait plus ça et c'est un vrai enjeu. Et pour moi, tout ça, eh bien, en fait, ça doit donner un programme commun sur lequel on se met d'accord. Et ensuite, en effet, et j'en finis, une façon de choisir un candidat potentiellement avec une élection sans candidat, une fois qu'on aura un programme. Voilà, demandons aux citoyens et aux citoyennes quel est, selon eux, sans se faire la guerre dans une primaire, le meilleur candidat pour réussir ça. On va y revenir. J'ai alterné les hommes et les femmes, ça me paraissait une bonne solution. Donc, il n'y a pas d'ordre hiérarchique de préséance, quoi que ce soit. Donc, je donne arbitrairement la parole, mais avec plaisir, à Guillaume Lacroix. Bonjour à toutes et à tous, Guillaume Lacroix, président du Parti radical de gauche. Merci Laurent Geoffrin de cette initiative et les engager. Pardon, j'ai eu une petite intervention chirurgicale vendredi au niveau des mâchoires, donc je suis un peu enflé. Ce n'est pas votre écran qui pose problème, c'est mon visage. Mais ça donne un style, c'est très bien. Oui, je ne sais pas. Pause volontaire.
Donc, je suis heureux d'être parmi vous avec plusieurs amis du Parti radical de gauche aujourd'hui. Écoutez, nous, contrairement à ma prédécesseur, on est né il y a fort longtemps, mais ce qui ne nous empêche pas d'être un mouvement politique ancré dans l'amour des institutions et de la République. Alors, la situation, puisque c'est un peu l'objet de la discussion, la situation chez nous s'analyse plutôt comme étant en ce moment un burn-out démocratique auquel la gauche n'échappe pas, mais auquel finalement aucune formation politique n'échappe réellement. Un burn-out démocratique qui est né en 2008, parce qu'il y a d'abord eu une crise économique qui nous a montré notre fragilité en matière de résistance économique et sociale, et puis nous avons connu des crises ensuite terroristes, républicaines, très graves, qui nous ont montré notre fragilité face à ce que nous pensions être finalement la paix civile et la concorde civile dans notre pays et dans le monde. Et puis nous avons connu récemment une crise sanitaire, finalement de crise en crise, et j'oublie évidemment la crise climatique, sans vouloir la minorer. Nous nous trouvons finalement avec des citoyens qui sont aux prises avec un nombre de problématiques extrêmement lourdes, dans lesquelles la capacité du politique à répondre n'est pas toujours démontrée. Les politiques annoncent, promettent, disent qu'ils vont tout régler, mais l'ampleur des crises que nous rencontrons démontre qu'un seul homme ou une seule femme ne peut pas tout mettre en œuvre pour régler les problèmes de la société. Et finalement, dans une société plutôt riche, plutôt apaisé que nous connaissions, on avait tendance à déléguer aux politiques l'idée qu'il allait s'occuper de nous, et c'est ainsi que fonctionne la démocratie. Il y a celles et ceux qui acceptent de se faire élire pour porter l'intérêt général, et puis il y a celles et ceux qui se reposent dessus. Sauf que ces crises ont montré que eh bien, ça ne suffisait pas d'avoir des élus, que tout ne pouvait pas être réglé, ni au plan national, et encore moins par simplement des élus ou des partis politiques. De là est née, de notre point de vue, une crise de sens, une crise morale de la politique sur laquelle surfent depuis maintenant plusieurs années tous les populismes, et dont finalement, sans que ce ne soit pris pour une provocation, le macronisme est une forme d'expression, parce que avoir été élu dans cette idée qu'il n'y avait plus de droite, plus de gauche, que les valeurs ne comptent finalement que peu, c'est l'aboutissement des 15-20 dernières années de pratiques politiques. Il faut se souvenir d'un Nicolas Sarkozy qui n'hésitait pas dans ses campagnes à citer Jean Jaurès. Et quand on en est là, quand on considère que tout vaut tout, quand on considère que finalement l'histoire ne fait pas le sens de la marche dans laquelle nous sommes, eh bien, nos concitoyens se perdent, et quand ils doutent en plus de la capacité du politique à répondre, eh bien, ils finissent par s'en détourner. Et c'est face à ce problème que nous sommes toutes et tous aujourd'hui confrontés. Je vois Laurent Geoffrin qui s'agit... Il reste une minute, oui. Mon temps de parole arrive à son terme. Et nous considérons, nous, que autant il est nécessaire de réinterroger nos institutions, autant il est nécessaire de renforcer le poids de la responsabilité des élus, mais aussi de renforcer le poids de la responsabilité de la parole des citoyens. Parce que si nous sommes bien d'accord dans le fait que les citoyens doivent être chaque fois associés le plus largement possible à la décision publique, ils ne peuvent pas l'être sans s'exonérer, y compris de responsabilité. On demande aujourd'hui à nos élus d'être exemplaires. On se lance aujourd'hui dans des systèmes de tirage au sort réguliers de citoyennes et de citoyens pour accompagner la décision politique. Et dans ce cadre-là, nous demandons que la même exemplarité soit aussi mise en œuvre, parce qu'il n'y a pas de raison, parce que vous soyez tiré au sort, vous n'ayez pas des intérêts, vous n'ayez pas des opinions, vous n'ayez pas des idées, vous n'ayez pas des arriérés. Et il serait normal, si vous devez éclairer la décision publique, qu'aujourd'hui, elle associe citoyens et élus à égalité, en tout cas en termes de transparence et en termes de responsabilisation. On t'entend plus, Laurent. Laurent. Oui. Je dis c'était réussi du point de vue du temps, en tout cas, de la qualité aussi. Et donc, je continue à distribuer la parole de manière totalement arbitraire. Donc, je donne la parole à Corinne Narassiga. Si elle est d'accord. Merci, oui, bien sûr, c'est bien comme ça. On va continuer sur la lancée des vieux partis.
Donc, je suis secrétaire nationale à la coordination et aux moyens du Parti socialiste. Donc, effectivement, comme le disait Guillaume, nous sommes, nous, parmi les vieux partis qui devons aujourd'hui nous interroger et nous réinventer dans un paysage politique qui a beaucoup changé, beaucoup évolué. Je crois qu'avec avec Olivier Faure, avec la direction qui est en place depuis 2018, nous sommes vraiment dans cet état d'esprit qui est pas seulement, bien sûr, de reconstruire après les résultats, la défaite électorale terrible qui a été pour nous 2017, mais au-delà de prendre en compte les bouleversements politiques qui sont en place et qui continuent d'évoluer depuis bien longtemps déjà en France et qui créent une crise politique, créent une crise de confiance entre les citoyens et les élus, une crise sur la réalité du pouvoir politique, de sa capacité à changer la vie. Sur aussi une forme de pugilatisme, de populisme, sur le tous corrompu, tous pourri, qui a permis l'émergence effectivement de personnes comme… il y a des populismes bien sûr sur les extrêmes, mais sur l'extrême droite depuis longtemps, mais même effectivement, je suis d'accord avec Guillaume, de quelqu'un comme Emmanuel Macron, avec l'idée que la réponse viendrait du ni droite ni gauche et aussi du non politique, de cette idée que finalement on devrait gérer la France comme une entreprise, alors que bien entendu l'État n'est pas une entreprise, l'intérêt collectif n'a rien à voir avec chercher à développer économiquement une entreprise, même si on pourra en revenir, je pense, en deuxième partie. L'entreprise aussi est un lieu où la démocratie sociale doit pouvoir exister. Et donc notre point de vue, bien sûr, depuis 3 ans, c'est de dire qu'il faut qu'on se réinvente à gauche, qu'il faut qu'on apprenne de nouveau à se parler, à se respecter, à retrouver comment les relier, renouer ce lien de confiance avec les citoyens. Et c'est là où nous, au Parti socialiste, nous avons eu à faire la démonstration du fait que nous avons compris peut-être de nos erreurs passées, sans renier ce que nous estimons être notre héritage et que nous continuons à revendiquer, des valeurs et des progrès que nous avons pu apporter dans la société française et à la République depuis plus d'un siècle. Mais nous devons reconnaître qu'aujourd'hui, la gauche est éclatée, que personne n'a plus le monopole, l'hégémonie pour dicter aux autres ce que doit être une forme de rassemblement, qui doivent être les candidats. Et puis la gauche aussi est multiple, elle n'est pas que dans les partis politiques, elle est aussi effectivement, comme Fanny l'a rappelé tout à l'heure, les mouvements citoyens, bien sûr les mouvements syndicaux, les mouvements associatifs, et donc les think tanks, les réseaux d'intellectuels, les chercheurs, tout ça, toute cette mouvance qui fait la gauche et qui permet de mettre de nouvelles idées sur la table, de repenser ce que doit être la gauche aujourd'hui, la gauche et l'écologie politique. Nous voulons y participer. Il y a déjà… Reste une minute. Oui, il y a déjà plus de 3 ans maintenant, 3 ans maintenant, Olivier Faure avait déjà lancé cette idée de construire d'abord les combats communs. C'est ce que nous poursuivons depuis ce travail-là que nous poursuivons. Nous venons de lancer le processus du projet des socialistes avec le rendez-vous 2022, mais avec l'idée que nous voulons simplement mettre beaucoup d'idées au débat, dans le débat public, pour pouvoir construire les convergences qui permettent de rassembler toute la gauche et identifier les points de divergence pour les trancher, peut-être dans une primaire des idées, et donc effectivement être dans ce mouvement de d'abord choisir le projet, d'abord se mettre d'accord sur ce que nous voulons porter pour incarner l'espérance et pouvoir apporter une alternative, et ensuite décider ensemble comment on choisit le ou la candidate. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup, vous avez presque respecté le temps de parole. Bravo. Tout respect gardé envers la personne, puisque nous sommes dans les vieux partis, je vais donner la parole à Jean-Christophe Cambadélis. Sympathique toujours, Laurent. Bonjour à toutes et à tous, et très heureux d'être parmi vous en cet après-midi de dimanche. Cette initiative, c'est un bourgeon dans l'hiver de la gauche, et Laurent Geoffrin doit en être remercié, même si d'autres initiatives ont été prises en ce sens. L'hiver de la gauche, pourquoi ? Parce qu'au-delà du grand succès des élections municipales pour les écologistes et principalement pour le Parti socialiste et pour l'ensemble de la gauche,
il est évident que si nous nous projetons un tout petit peu, nous voyons que la fragmentation de la gauche nous amène à disparaître du deuxième tour de l'élection présidentielle et à être marginalisés lors des élections législatives. Car si nous avons 4 ou 5 candidats comme à la présidentielle lors des législatives, nous n'aurons pas de députés dans la prochaine législature, ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes, au moment même où on dit, selon les sondages, ils se trompent souvent, même presque toujours, mais où on dit que Emmanuel Macron pourrait être battu par Marine Le Pen. Dans un pays confronté à la pandémie, à la crise économique, à la situation que l'on connaît du point de vue des violences urbaines et la montée des communautarismes, la gauche regarderait la situation depuis son banc de touche. Pour moi, vieux militant d'un vieux parti, cela n'est pas acceptable. Et c'est pour cela que depuis un certain nombre de temps, nous avons, avec un certain nombre d'amis, constitué une association, un réseau qui s'appelle Nouvelle Société, qui vise tout à la fois à travailler à une nouvelle gauche et à une nouvelle architecture. La nouvelle gauche, c'est des idées qui correspondent aux Français d'aujourd'hui dans la France d'aujourd'hui, et non pas le débat sur ce que nous avions fait hier. C'est très important, mais ça ne nous permet pas d'avancer pour demain. Et puis une nouvelle architecture, nous le voyons ici, et Corinne Narassiguin l'a expliqué de manière très claire, la gauche, aujourd'hui, ce n'est pas une formation politique, c'est un certain nombre de formations politiques et de personnalités et d'associations et de clubs. Je pense qu'il faut les fédérer. Il faut créer les conditions d'une fédération de l'ensemble des gauches, de transformation réaliste. Nous savons qu'il y a des écologistes qui ont décidé de se constituer, et qui sont constitués depuis très longtemps, et qui veulent se présenter à l'élection présidentielle. Nous avons vu que Jean-Luc Mélenchon incarne un populisme de gauche qui se présente à l'élection présidentielle. La crise de la gauche se réduit à la crise de son centre réformiste, qui n'a pas aujourd'hui une force suffisante pour permettre aux uns et aux autres de s'unir. Donc cette initiative me semble très importante parce qu'elle permet à la fois l'échange des idées, c'est nécessaire, tout le monde élabore, tout le monde travaille, et je me félicite de voir que les uns et les autres font de la question de l'identité de ce que pourrait être une gauche à venir, une gauche réformiste, une gauche réaliste, une gauche de transformation, un élément qui permette de donner un nouvel espoir à notre pays qui en manque beaucoup, vu le président de la République, mais en même temps, vu la crise démocratique, on va en parler, que nous traversons. Une minute. Et dans cette minute, je conclus, s'il faut tout à la fois travailler les idées, et nous allons le faire, et j'espère que nous continuerons à nous revoir et à discuter après cette réunion, il faut aussi offrir une perspective à l'ensemble de la gauche. Je crois que nous sommes, au-delà de notre réunion, observés par l'ensemble de nos concitoyens, à l'ensemble de ce peuple de gauche qui se désespère d'avoir une gauche à la hauteur de ses espérances. Très bien, on va discuter de tout ça, c'est très bien. Je donne la parole maintenant à Célia Blowell, si elle est d'accord. Tout à fait. Bonjour à toutes et tous. Célia Blowell, moi je suis présidente de Paris en commun. C'est la plateforme de rassemblement qui était autour d'Anne Hidalgo au moment des municipales de 2020, une plateforme à la fois strictement parisienne, mais en même temps, ça ne vous a pas échappé que d'autres en commun ont émergé sur le territoire français, donc un en commun très révélateur d'une séquence politique de rassemblement, révélateur aussi, et j'y reviendrai sans doute dans la deuxième partie de notre débat, d'une intuition très forte qu'on avait d'un temps des territoires qui arrive dans cette séquence politique qui arrive devant nous. Paris en commun, à vous écouter, j'ai l'impression qu'en tout cas, c'était déjà une amorce pour nous de répondre en partie à la question qu'on se pose aujourd'hui. On a conçu cette plateforme il y a maintenant 3 ans autour de 3 choses principalement. La première, c'était de réinventer un projet qui soit vraiment en phase avec les grands enjeux du 21e siècle, avec cette notion très forte des communs qui, quelque part, demande aussi de réinventer, si on voulait parler un peu barbare, mais le paradigme dans lequel on se place, de faire aussi une forme de deuil par rapport à cette gauche qu'on a toujours connue, pas forcément évident comme exercice, mais en tout cas, on a voulu placer ce projet vraiment à la croisée, à la fin de l'impératif
et de l'urgence climatique et de toutes ces conséquences qu'il a aujourd'hui sur nos vies que plus personne aujourd'hui ne peut ignorer, des impératifs de solidarité aussi qui évoluent fortement et à laquelle nous devons répondre. Et on sent bien que voilà, il y a beaucoup de choses à réinventer. Et puis aussi sur la nécessité de faire une petite révolution démocratique. On a vécu dans les territoires très fortement des mouvements très positifs comme la marche pour le climat, des mouvements de jeunes, mais aussi les gilets jaunes qui ont quand même beaucoup secoué notre pays ces dernières années. Donc on a beaucoup travaillé sur la participation et c'est vraiment à la croisée de tout ça qu'on a essayé de réinventer la façon dont on regardait le projet pour les territoires. La deuxième chose importante dans cette voilà, questionnement, cette reformulation d'une offre de gauche, ça a été, et c'était vraiment comme ça qu'on se le disait au moment de la création de notre plateforme en commun, il faut qu'on accepte de se faire bousculer, de se faire rentrer dedans même, je dirais, par d'autres. Et je pense que notre plateau aurait intérêt dans les mois et les semaines qui viennent, si on poursuit cette discussion, à accepter plus de mouvements sociaux, des Camille Etienne, des mouvements voilà, qui viennent un petit peu nous questionner. Et je le dirais d'autant plus dans un moment où c'est difficile d'avoir du débat politique. On a l'impression d'être rentré dans une ère du noir et blanc. T'es pour, t'es contre, t'es d'accord, t'es pas d'accord. Et sinon, avec ce poids des réseaux sociaux qui vient donner sa vérité, il faut qu'on remette voilà, du vrai débat dans lequel finalement à la fin, même si on n'est pas tous d'accord, à un moment, on se fait converger les uns les autres. Et puis, troisième élément, bah, ça avait été cette question qui est la nôtre aujourd'hui, celle du rassemblement. Alors, je ne sais pas si je dirais de la gauche, mais en tout cas de toutes les forces progressistes, et notamment, manque dans notre tour de table, à mon sens, oui, mais certains l'ont déjà dit, les écologistes. On en a parlé avec Laurent, et effectivement, EELV a dit va avoir un candidat, mais les écologistes, ça n'est pas que EELV aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, élargissons rapidement pour beaucoup discuter. Nous ne pensons pas, en tout cas, à Paris en commun, que les gauches irréconciliables soient d'actualité, bien au contraire. Et on croit très fort à ce triptyque des valeurs qui nous rassemblent, de ce temps des territoires et du temps aussi de l'écologie politique. Je dis bien écologie politique, pas d'environnementalisme, mais bien d'un nouveau projet, modèle de société qui doit nous amener plus loin, remettre une notion de long terme et vraiment surtout d'être à la hauteur de la promesse et de l'espoir qu'on pourrait susciter dans la période. Voilà, nous avons nécessité d'y arriver. Merci beaucoup, Célia. Je n'ai même pas eu besoin de dire 1 minute, c'était parfait. Tombé juste, c'était formidable. Je vais donner la parole aux nouveaux démocrates. Mais alors, les nouveaux démocrates, non seulement ils sont nouveaux, mais ils sont 2. Donc, je vais être obligé de leur couper le temps de parole en 2. Ça fait 2 fois 2 minutes. Et parce qu'ils tiennent à la parité, j'imagine, c'est ça leur souci. Donc, je donne d'abord la parole, j'imagine, je suppose, à l'une ou à l'autre. Lequel ? Laquelle ? Aurélien, d'abord ? Aurélien Taché. Oui, merci Laurent. Oui, alors et donc, je vais essayer d'être assez efficace et direct pour que Émilie puisse effectivement prendre ensuite son tour de parole. D'abord, merci évidemment pour ce rendez-vous. On a besoin d'espaces de dialogue comme celui-ci. Donc moi, je suis Aurélien Taché, député, et on a fondé avec Émilie Cariou les Nouveaux Démocrates. Alors, on pourrait se demander pourquoi fonder un nouveau parti en ce moment, hein, alors qu'évidemment, notre espace politique paraît réduit et que l'idée n'est surtout pas de l'affaiblir encore, mais c'est bien au contraire de l'élargir. De l'élargir au-dessus du macronisme, c'est vrai, mais aussi au-dessus du quinquennat précédent, aussi au-dessus de la politique d'une manière générale. Et moi, je crois que ce qui serait mortifère pour nous, c'est d'adopter finalement une espèce de logique de rente électorale. On se dirait que finalement, il suffirait d'ajouter une touche de social et d'écologie pour continuer à séduire la classe moyenne qui se détourne un petit peu du macronisme et que ça suffirait pour reconquérir le pouvoir. Moi, je ne le crois pas. Je crois qu'on doit renouer avec un potentiel de transformation, de radicalité. Certains auraient dit de réformisme radical à une époque, ici autour de la table, au service de la conquête des droits et des libertés. Voilà. Et donc, sortir de cette logique gestionnaire qui a conduit à l'élection d'Emmanuel Macron. N'oublions pas qu'Emmanuel Macron, il a été élu sur une promesse de révolution. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc, l'antimacronisme, ça ne suffira pas comme projet. Le vrai adversaire, c'est le Front National, à mon sens. Aujourd'hui, la vie politique tourne autour de lui. Il est le barycentre de cette vie politique. Et pour le combattre, la gauche, elle doit être capable de parler d'ordre, elle doit être capable de parler de laïcité, évidemment, mais elle doit aussi être capable de parler de droits humains, de démocratie. Je rappelle qu'on vient d'être classé dans les démocraties défaillantes. Je trouve qu'on ne nous entend pas suffisamment collectivement sur ce sujet. Et donc, oui, il faut s'opposer à la loi contre la sécurité globale, mais il faut aussi s'opposer à la loi
contre le séparatisme quand elle s'en prend à la liberté associative, et notamment de celles qui viennent en aide aux migrants ou à d'autres. Je sais que Laurent Geoffrin l'a fait récemment sur un plateau et j'ai apprécié cela. Il faut aussi être capable d'écouter Benjamin Stora quand il nous dit qu'il y a des choses à faire évoluer, Jean-Louis Bianco, être capable de prendre des décisions courageuses en matière de discrimination, de mixité, de conquête de nouveaux droits d'une manière générale pour la jeunesse notamment, avec par exemple une allocation de formation, une garantie sur les loyers. Parce que si on n'est pas dans cette logique de conquête-là, si on ne change pas réellement la vie de nos concitoyens et des jeunes en particulier, on n'y arrivera pas. Et je terminerai juste sur un mot qui, moi, m'a vraiment surpris. Emmanuel Macron est redevenu le plus populaire chez les 18-24 ans. Franchement, ça doit nous interroger, étant donné la faiblesse de ses réponses pour les jeunes. Que la gauche s'embourgeoise quand elle est au pouvoir, passe encore. Qu'elle s'embourgeoise aussi quand elle est dans l'opposition, ça doit poser question. Donc voilà pourquoi, à mon avis, on a besoin quand même de réinterroger un certain nombre de choses fortement dans nos différents logiciels, et que nous, on a créé ce nouveau mouvement pour pouvoir y contribuer et poursuivre aussi… Aurélien, n'oublie pas, Émilie. Je termine. Et poursuivre aussi ce renouvellement de la vie politique sans lequel toutes ces belles idées ne seraient pas crédibles. Et je ne crois pas que ce soit contraire aux logiques d'union. Moi, tout ce qui ira dans l'union, au contraire, nous le soutiendrons. Mais je pense que voilà, nous devons réinterroger un certain nombre de choses fortement. Merci à tous. Merci. Alors, Émilie Cariou. Oui, alors bonjour à tous. Merci pour cette initiative qui est très stimulante. Donc moi, je suis Émilie Cariou, députée de la Meuse, et donc coprésident des Nouveaux Démocrates avec Aurélien Taché. Alors la question qu'on se pose tous aujourd'hui, c'est évidemment comment la gauche doit se réinventer. Mais comme vient de l'esquisser Aurélien, les Français ils se sont détachés des partis de gauche en grande partie parce qu'ils ne se reconnaissaient pas dans ce que portent aujourd'hui les partis de gauche, mais les combats de gauche, eux, ils sont toujours là. Et au-delà de l'aspect des atteintes à la démocratie, des problèmes du mode de représentativité qui pose un vrai problème démocratique, au-delà du sujet de la progression des droits, puisqu'on assiste plutôt à une régression des droits en fait depuis 20 ans, puisque le terme réforme aujourd'hui est associé à régression des droits, il faut bien se rendre compte qu'il subsiste des inégalités très profondes dans notre pays. Or, il faut absolument revenir aujourd'hui pour un parti de gauche à la réalité des conditions de vie de nos concitoyens, car les droits théoriques ne sont absolument rien s'ils ne sont pas vécus sur le terrain. Et c'est pour ça qu'il y a aussi urgence, en complément de ce que vient d'exposer Aurélien, à revoir, à mettre en place une nouvelle vision aussi de politique économique, parce que la politique économique qui a été menée depuis 40 ans, elle est à l'origine des inégalités qui persistent aujourd'hui dans notre pays, et voire pour partie qui se sont accrues. Et je pense que de mon côté, sur les sujets économiques et financiers, je considère que la gauche, elle s'est fourvoyée aussi à aller dans ce mirage de la dérégulation économique, financière, et au final, on a affaibli notre pays et l'Europe au regard des enjeux de souveraineté ou de souverainisme, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais en tous les cas, on a créé un espace complètement dérégulé qui a créé un chômage de masse, et finalement, nos concitoyens ont vécu comme des contraintes extrêmement fortes, des modèles de rentabilité dans les secteurs publics, dans les secteurs privés, qui petit à petit ont contribué à rompre la confiance vis-à-vis de nos gouvernants, car ils ont fait perdre complètement l'intérêt même de la recherche d'une croissance économique qui est sans repère et qui ne tient absolument pas compte de la réalité de la vie des gens. Alors moi, je considère aujourd'hui que dans les modèles qu'on doit mettre en place pour un parti de gauche, dans les modèles de croissance, il ne faut pas uniquement parler de croissance en termes de PIB, mais il faut absolument revenir sur l'accès aux droits, l'accès à l'éducation, la santé, vivre dans des conditions dignes, l'accès à la culture, la transition écologique, et ces indicateurs-là doivent nous permettre de mettre en place un nouveau modèle économique de gauche. Alors, pour parvenir à ce partage plus équitable, il y a urgence à refaire de la régulation. Et ça, pour moi, c'est un vrai programme de gauche. Réguler l'économie, la finance, la fiscalité, les droits sociaux, et à le faire au niveau européen. Et pour finir, je dirais que il ne faut surtout pas se laisser aller dans des alliances, notamment avec des souverainistes de droite, parce qu'il faudra bien évidemment, dans ce modèle de gauche, ne faire aucune concession sur les valeurs humanistes qui ont été exposées par Aurélien tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci d'avoir tenu dans les temps. Je donne la parole à Jean-Marie Alexandre, s'il est d'accord. Mais le micro n'est pas activé. Le micro ne marche pas. Voilà, c'est bon. C'est bon. Vous pouvez y aller. Bonjour à tous. Merci à Laurent Geoffrin d'avoir organisé ce débat à distance. Le confinement nous oblige à ne pas nous rencontrer, à ne pas nous voir, nous confronter. Nous sommes
avec le mouvement des citoyens, les héritiers de ce que Jean-Pierre Chevènement a conduit avec François Mitterrand, Pierre Mauroy et quelques autres dans ce qu'on appelle les vieux partis avec un peu de mépris à la victoire de 1981. Nous sommes restés fidèles à ces engagements d'origine. Nous sommes toujours sur le même schéma, le triptyque comprendre, vouloir, agir, comprendre la société dans laquelle on est. Vouloir, c'est savoir comment nous allons la changer, la modifier au bénéfice du plus grand nombre. Et agir, c'est les moyens que nous donnons pour y parvenir. À partir de cela, au-delà du 20 février prochain, puisque nous risquons d'être confinés encore un long moment, nous avons pris la décision de mettre en place une plateforme, une tribune, puisque c'est la mode, et parce que c'est nécessaire, qui va porter le doux nom du temps des citoyens. Et nous poserons un certain nombre de questions dont nous retrouvons d'ailleurs dans les 100 propositions qui ont été présentées la trace, mais un certain nombre d'autres qui n'y figurent pas, comme la place de la France en Europe, la place de la France dans le monde, parce que ces sujets, si on ne les aborde pas, nous contraindrons à constater que nous tournons en rond dans notre beau pays de 70 millions d'habitants et d'1 million de vaccinés par mois, ce qui donnera 9 années pour qu'on le soit tous. Et au-delà, nous laisserons toujours partir les usines ailleurs. Nous n'aurons pas de véritable état stratège. Il y aura des promesses, et il n'y aura pas de conclusion. C'est la raison pour laquelle toutes celles et tous ceux qui veulent s'exprimer et que vous avez invité à s'exprimer aujourd'hui, cher Laurent Geoffrin, pour nous sont les bienvenus. Il n'y a pas de tabou. Nous ne prétendons pas avoir raison sur tout et surtout raison, mais en même temps, ce que nous disons n'est pas forcément inutile. Merci à tous. Bravo pour la concision. Je donne maintenant la parole à Paula Fortezza. Bonjour à tous, merci beaucoup Laurent pour l'invitation. Je parle aujourd'hui en tant que députée indépendante qui essaye très humblement au quotidien de se faire la porte-parole de certaines initiatives citoyennes, logiques citoyennes au Parlement, membre du collectif EDS, Écologie, Démocratie, Solidarité, que j'ai eu l'honneur de co-présider à l'époque où c'était encore un groupe parlementaire. Donc moi, je rejoins un peu tout ce qui a déjà été dit sur le fait que la gauche aujourd'hui, elle est éclatée, elle est plurielle, que l'urgence est au rassemblement. Et donc, toutes les initiatives qui contribuent à que ce rassemblement puisse émerger doivent se multiplier et sont à saluer. Donc, encore bravo pour l'organisation de cet événement. Mais ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'on sait que même en agrégeant toutes les forces des partis, des mouvements, des personnalités qui sont aujourd'hui présentes, on n'arrivera pas à l'emporter. Donc, il faut élargir encore plus. Il faut élargir à l'écologie politique. Il faudra aller chercher les électeurs de Macron déçus. Il faudra aller chercher des électeurs de la France insoumise. Il faudra se rallier à des démarches citoyennes. Et donc, tout ça, on ne sera évidemment pas d'accord sur tout, mais il faudra qu'on trouve un socle programmatique commun de base autour duquel on pourra construire au fur et à mesure. Et moi, je crois que toutes ces familles, on pourra construire, on doit pouvoir construire autour d'un sujet qui est celui de la jeunesse. La jeunesse, aujourd'hui, on voit à quel point elle souffre, mais en même temps, la jeunesse, c'est l'avenir, c'est l'espoir. Et donc, il y a plusieurs propositions qui circulent aujourd'hui. On voit à quel point elles arrivent à générer du consensus dans toutes ces différentes familles. Donc, par exemple, le RSA à partir de 18 ans, on voit comment ça a été proposé par-ci, par-là, encore la maire de Paris qui l'a repris il y a quelques jours. Le vote à 16 ans, aussi une façon non seulement de venir en aide des jeunes, mais de leur donner une parole alors qu'ils sont très mobilisés politiquement. Donc voilà, ça a été repris, on a pu le défendre à l'Assemblée, repris par vous ici les engagés. En ce moment même, Mélenchon est en train de faire son grand meeting en ligne. Il va défendre aussi cette proposition. Donc on voit que là, autour de la jeunesse, il y a quelque chose qu'on peut tous
porter ensemble et qui peut aider à rassembler. Et donc, je voudrais aussi donner cet après-midi la parole aux jeunes parce qu'il y a une tribune ce matin, je ne sais pas si vous l'avez vu passer dans le JDD, une tribune de Youth for Climate, très, très inspirante et qui nous appelle à nos responsabilités. Et je vais vous lire un petit paragraphe qui m'a beaucoup interpellée. C'est la fin de la tribune. Il la rédige à la deuxième personne du pluriel. Je vais la lire à la première personne du pluriel parce que c'est en une minute. Et donc, ils disent à nous qui prétendons représenter la gauche, nous ne représenterons rien ni personne tant que notre seul objectif sera de mettre en avant nos partis. Il en va de nos responsabilités. Donc, je crois qu'il parle non seulement de projets, de programmes, d'idées, mais aussi de nouvelles façons de faire la politique, où il faudra laisser de côté les pratiques d'appareil qui parfois reprennent le dessus, des logiques qui font qu'on, même au sein de la gauche, on crée des logiques de camp contre camp. Tout ça ne nous aide pas et ne nous permet pas d'avancer vers ce rassemblement qu'on appelle tous de nos voeux. Merci beaucoup. Je donne la parole, je suis désolé pour ceux qui ont attendu, mais chacun à son tour, malheureusement. Jean-Marie Cambacérès. Merci à vous. Donc, je vais m'en tenir à ce qu'a proposé Laurent, c'est-à-dire que d'abord se présenter et dire ce qu'on attend de cette réunion, et puis après, dans la deuxième partie, sur la crise démocratique. Donc, je m'adresse aussi à tous ceux qui nous regardent, parce que c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu se voir en présentiel. Quand on avait commencé à avoir l'idée de ce rassemblement le 9 décembre, on pensait le faire physiquement à Créteil, mais malheureusement, on est sur Internet. Donc, merci à Laurent Geoffrin d'avoir organisé ça, parce que c'est doublement difficile dans la période. Alors, Démocratie 2012, Club des 12, on dit maintenant, c'est une organisation qui a été créée il y a 10 ans. On l'avait créée en 2010 pour aider François Hollande pour l'élection présidentielle. Il faisait 3% à l'époque et on l'a accompagné pendant le quinquennat, bien que sur certaines décisions, on ne pouvait pas forcément toujours être d'accord, et on défend le bilan globalement parce que nous pensons que pour se projeter dans l'avenir, il faut que la gauche s'appuie sur le passé. Il y a eu de bonnes choses faites par François Mitterrand, par Lionel Jospin, par François Hollande, et la gauche doit en être fière parce que sinon, on ne pourra pas construire l'avenir. Alors, notre club, pourquoi on dit club? Parce que c'est ni un parti, on ne se présente pas aux élections sur le terme des 12, c'est ni un think tank, bien qu'on pense, et c'est ni un réseau d'amis, bien qu'on ait un réseau amical. Donc, c'est un peu entre les deux, on prend des positions politiques, on réfléchit, et on a des réseaux dans les territoires, et c'est pour ça qu'on l'appelait club. Ça rappelle les grands moments de la République où les clubs étaient importants à une époque. Alors, on a des groupes de travail, des dîners-débats, on reçoit des experts, des personnalités, et on se rencontre une fois par an, sauf l'année dernière, bien sûr, pour faire la synthèse de tout ça dans nos rencontres d'été. Alors, on avait écrit un petit livre d'une 60aine de pages, un manifeste qu'on est en train de réécrire, et on a tiré 22 idées pour 2022, bon, on s'est amusé, 22 pour 2022, qui est à votre disposition à tous. Et nous souhaitons maintenant aller plus loin. C'est-à-dire qu'il y a toutes les sensibilités chez nous, mais il y a beaucoup aussi de mouvements, de personnalités, je veux dire de personnes, qui sont ce qu'on appelle de la société civile. Parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui veulent être actifs, mais pas forcément avec les partis traditionnels, ça c'est vrai. Et donc, on leur donne un club souple pour avancer entre nous, et ça marche plutôt bien. Alors, pour l'avenir, en 2019 et en 2020, il y a eu beaucoup d'appels, de colloques, on a vu ça, et nous, on aimerait que cette réunion aujourd'hui, qui va parler bien sûr après de la crise démocratique, ne soit pas seulement une série de colloques, mais aussi une coordination. Alors, je ne sais pas ce que ça deviendra, fédération, Conseil national d'efforts de progrès, ça je crois que c'est le candidat ou la candidate qui le décideront le jour venu, mais une coordination pour les idées d'abord, parce qu'il faut clarifier un certain nombre de choses sur l'Europe, sur l'environnement, sur la croissance, sur le social, qu'est-ce qu'on veut. Mais aussi... Jean-Marie, une minute. Comment ? Une minute, il reste une minute. Oui, mais aussi sur la défense, le nucléaire, la diplomatie. Et donc, ensuite, coordination sur les réactions qu'on peut avoir ensemble, plutôt que de faire
10 communiqués, si on pouvait faire un communiqué de ce qu'on appellerait notre force, on verra comment on l'appelle. Moi, je dis plus social-démocrate, mais je dis démocrate, social, écologiste et républicaine. On ne s'appellera pas toujours Zoom. Je propose le mot alliance, mais il peut y en avoir d'autres. Alliance pour quelque chose, bien sûr, qu'il faut décider en commun. Mais voilà un peu ce qu'on aimerait pour l'avenir et voilà ce qu'on est. Merci beaucoup. Merci Jean-Marie. Je donne la parole à Emmanuel Cos et je suis désolé pour Pierre Larouturou, mais il parlera en dernier. Mais last but not least, comme on dit. Et je suis sûr que son intervention marquera les esprits. Merci Laurent, bonjour à toutes et à tous. Donc Emmanuel Cos, j'ai été ministre du Logement et de l'Habitat durable sous François Hollande et je suis toujours conseillère régionale Île-de-France d'opposition et je suis avant tout écologiste. Écologiste et donc de gauche. Après, on peut avoir un débat, est-ce qu'écologiste c'est être de gauche? Mais je pense que ce n'est pas vraiment le lieu. Mais si je commence le débat comme ça, c'est parce que pour ma part, alors, et par ailleurs, je ne suis plus dans aucun parti, si c'est ça la question. J'ai dirigé le Parti écologiste il y a quelques années. Je pense que, en tout cas, dans les situations actuelles et dans l'avenir qu'il advient de construire, il me semble absolument nécessaire de réfléchir à c'est quoi une politique de justice sociale dans une politique écologiste. Et je pense qu'aujourd'hui, quelles que soient les positions dans lesquelles nous sommes, on ne peut pas penser ces deux sujets-là déliés. Je le dis parce qu'aujourd'hui, c'est une question fondamentale, y compris chez des écologistes qui ont décidé de ne pas s'attaquer aux enjeux des inégalités et de la justice sociale. Et pour moi, s'il y a un sujet dans lequel il faut aller aujourd'hui, c'est bien la question des inégalités, la question de l'éradication de la pauvreté, qui est un sujet dont on ne parle plus alors qu'il est béant dans notre pays actuellement, et surtout le fait qu'aujourd'hui, des jeunes notamment, comme l'a appelé Paola, n'ont pas foi en l'avenir, tout simplement parce qu'ils ont un monde qui se retourne contre eux. Il suffit de voir actuellement la situation de la précarité des jeunes, qu'ils soient étudiants ou jeunes actifs, qui est absolument terrible. Et je pense qu'aujourd'hui, construire un programme valable pour une équipe de gauche, pour une alliance, c'est prendre ces sujets-là en premier lieu et assumer d'y aller. Ce qui veut dire quand même qu'on doit repenser beaucoup de choses. Et c'est peut-être aussi une de nos difficultés, c'est qu'il faut qu'on arrive à moderniser nos courants de pensée et nos propositions qui, en fait, n'ont pas vu les bouleversements qui se sont passés, même pas il y a 10 ans, mais il y a 5 ans. L'avènement du numérique, l'arrivée des GAFA, l'accélération très forte du dérèglement climatique qui change totalement en fait ce qu'on pouvait dire, y compris moi, ce que je disais il y a 10 ans, doit absolument nous faire bouger et nous permettre évidemment d'avancer. Après, je pense que, et c'est pour ça que l'initiative de cet après-midi est très intéressante, et merci à Laurent Geoffroy de l'avoir organisée, je pense aussi qu'il faut qu'on ait des attitudes de salubrité publique entre nous. C'est-à-dire que si on veut construire un nouveau mouvement de gauche pour gouverner différemment, ça veut dire aussi qu'on doit accepter tout le monde, qu'on doit accepter notre passé, qu'on doit accepter nos différences. Et en effet, on ne sera pas d'accord sur tout, mais on a envie de faire ensemble. Et je pense que c'est ça un des sujets. C'est comment est-ce qu'on est capable demain d'exercer le pouvoir ensemble pour répondre justement à ces grands défis et ne pas simplement rentrer dans un mythe de ce qu'on ferait si on était au pouvoir. Parce que moi, j'ai été au pouvoir, donc je sais aussi ce que c'est que la difficulté de l'exercer et d'avoir des actions qui justement durent. Répondent fondamentalement à des enjeux de vie. Et c'est certainement ça aussi qu'il faut qu'on arrive dans nos mouvements, dans des nouveaux modes démocratiques à construire, c'est cette maturité-là. Et de ce point de vue-là, aujourd'hui, c'est peut-être un de nos premiers combats, c'est qu'aujourd'hui, il y a une partie de la gauche qui n'a pas encore la maturité pour parler à l'autre, y compris qui refuse d'aller dans des initiatives comme celle d'aujourd'hui pour justement parler ensemble, essayer de construire ce que serait notre avenir. Et c'est peut-être là-dessus justement qu'il faut qu'on travaille, mais aussi qu'on assume d'avoir des ponts entre mouvements, des ponts entre générations et qu'on assume notre passé comme notre avenir. Merci Emma. Donc Pierre Larouturou qui piétine en coulisses. Ça va, merci. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, à toi. Merci Laurent, merci à Benoît et à toute l'équipe pour cette invitation. Alors, me présenter très rapidement, ça fait 30 ans que je suis engagé dans la lutte contre le chômage et la précarité, d'abord dans l'engagement associatif, puis en politique. Avec Michel Rocard, en 93, ça ne nous rajeunit pas, on avait lancé le débat sur la semaine de 4 jours pour casser le chômage et vivre autrement. Puis en 2003, avec Stéphane Hessel, avec Jacques Delors, José Bové, on avait rédigé un traité de l'Europe sociale. On peut dire qu'il était temps de changer l'Europe
et de mettre des critères sociaux, 5 critères sociaux au même niveau que les 5 critères financiers de Maastricht. En 2012, toujours avec Rocard, Stéphane Hessel, Cynthia Fleury, Dominique Méda et plein de gens bien, on avait créé le collectif Roosevelt. On espérait la victoire de François Hollande, mais on pensait que le programme du PS n'était pas du tout à la hauteur, on continuait à penser que la croissance allait revenir, allait régler les problèmes. Donc le collectif Roosevelt a apporté des idées pour changer notre façon, nos pratiques démocratiques et notre action sociale. Dans Nouvelle Donne, en 2014, on a créé Nouvelle Donne parce qu'on voyait bien, hélas, que nos idées ne passaient pas dans la politique de François Hollande. Alors aujourd'hui, on a tous conscience de la gravité de la situation. Le dernier sondage qui sort, 52-48, j'ai vu au Front National, je suis député européen maintenant, rapporteur général du budget, et cette semaine au Parlement européen, j'ai vu des députés Front National tout à fait euphoriques. Vous avez vu ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux. On arrive, ils expliquent que les courbes sont en train de se croiser, et beaucoup de gens de gauche. Donc je vois au Parlement des députés Front National euphoriques, et autour de moi plein de copains et de copines de gauche qui sont désespérés en pensant que la gauche n'arrivera pas à régler deux problèmes, ces divisions, et retrouver un projet crédible et se faire entendre du plus grand nombre. Nous, à Nouvelle Donne, on pense qu'il est encore possible de gagner et de surmonter ces deux difficultés, se rassembler et être crédible sur un projet nouveau. Corinne a parlé tout à l'heure de la crise de confiance entre les élus et les citoyens. Je pense que cette crise est terrible et qu'on ne peut pas l'éluder. Depuis 40 ans, la gauche a eu le pouvoir quand même pendant 20 ans. Donc, honnêtement, on se parle entre... Je crois qu'on est alliés, donc on doit pouvoir se dire la vérité si on est entre alliés et qu'on veut faire bouger les choses l'année prochaine. Il y a des amis ou des gens du PS ou ailleurs qui, à chaque fois qu'ils critiquent Macron ou qui proposent des idées nouvelles, je me dis, quel dommage qu'il n'ait pas été au pouvoir, quel dommage que la gauche n'ait pas été au pouvoir depuis 40 ans. Donc je pense qu'il faut quand même qu'on arrive à renouveler nos idées, à changer des paradigmes. Et désolé, mais quand Jean-Christophe Cambadélis dit qu'il n'est pas la peine d'insister sur le bilan, je crois qu'il faut quand même faire le bilan, que si on veut changer de paradigme, il faut dire ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, et qu'il faut qu'il y ait de nouveaux porte-parole. Je pense qu'il y a une crise de méfiance, une crise de confiance terrible, et qu'il faut tout faire pour montrer que c'est des idées nouvelles avec des gens qui effectivement pourront les porter. Sinon, on continuera à ne pas être entendu par beaucoup de gens. Donc, bravo pour cette première initiative. Tu as dit tout à l'heure, Laurent, que tout l'arc était là. Non, hélas, pas encore. D'autres l'ont dit, Europe Écologie n'est pas là, Génération.s n'est pas là, on va les revoir dans quelques jours. Je pense que s'il y a un deuxième débat, il faudra que l'arc soit plus large, que nos amis d'Europe Écologie, de Génération.s, de Cap21 soient là. Et puis, plusieurs l'ont dit aussi, la vie associative, les gens engagés contre la précarité au niveau des territoires, contre les violences faites aux femmes, et ceux et celles qui sont engagés pour le climat. Nous, vous savez qu'on a lancé une campagne pour taxer la spéculation, pour avoir plus d'argent pour le climat, pour les hôpitaux, pour l'emploi. Et on travaille la main dans la main avec les jeunes activistes en France ou en Belgique, avec Camille Etienne et avec d'autres. Ça donne une niaque terrible. Et on voit que même si ce ne sont pas des partis politiques, on a des objectifs politiques communs. Donc je pense que si on veut gagner, il faut travailler la main dans la main. Autrefois, la social-démocratie travaillait la main dans la main avec les syndicats. Il faut continuer avec les syndicats et avec tous ceux et celles qui se battent pour la dignité humaine, que ce soit sur les violences faites aux femmes, la question du climat, la question de l'accès au logement. Ça va nous obliger à être à la hauteur de la situation et ça va nous donner de la niaque et ça nous permettra de rassembler. Donc, je crois que sans attendre 2022, le rassemblement il se construit au régional et au départemental. C'est compliqué. On a vu dans plein de villes comme municipales, si on se rassemble, on a un projet super excitant. Si on travaille sur un projet, on peut avoir un rassemblement qui a un projet qui a de la gueule et qui gagne et qui crée la surprise dans plusieurs villes. Il faut faire pareil au régional et au départemental. Mais il n'y a pas que les élections pour montrer qu'on peut se rassembler. Est-ce que oui ou non, on fait campagne ensemble pour taxer la spéculation? Tout le monde sait qu'Emmanuel Macron et Bruno Le Maire bloquent la négociation au niveau européen sur la taxe sur les transactions financières, alors que le Premier ministre socialiste portugais le veut. Donc, est-ce qu'on fait campagne là-dessus? Les syndicats européens relancent le débat sur la semaine de 4 jours. Est-ce qu'on est capable de faire campagne sur des idées nouvelles pour montrer les limites de la croissance, pour montrer qu'on peut créer 2,5 millions d'emplois, climat et 4 jours, même sans croissance? Si on attend les dernières semaines avant la présidentielle pour faire campagne, on n'y arrivera pas. Ça fait 40 ans que les libéraux nous mettent des foutaises dans la tête. Ce n'est pas en attendant quelques semaines avant la présidentielle qu'on pourra gagner la bataille des idées. Donc, rassemblons-nous autour de 4 ou 5 idées clés et faisons campagne sans tarder. Et je suis persuadé qu'on peut gagner et faire mentir les sondages. Merci. Ok, merci Pierre. Donc, on a fait un premier tour, là. Donc, il y avait 4 minutes de parole par personne. On a un petit peu débordé, mais pas trop. Bon, c'était très discipliné, c'est très bien. Il y a déjà une chose qui se dégage. Il y a une appétence pour discuter, je crois. Et plusieurs intervenants ont dit, bon, il faudrait continuer ou se revoir, etc. Bon, je suis pour, évidemment. Et peut-être en fin de réunion, on pourra donner un rendez-vous ou
processus qui permet de rediscuter sans préjuger du tout de la manière dont ça peut s'organiser après. On n'en est pas là, à mon avis. Et donc, on ne va pas dès maintenant définir je ne sais quel cadre institutionnel. Mais bon, si on peut prendre d'autres rendez-vous et si on peut élargir également, ça me paraît une bonne idée. Il y a sur le chat qui nous suit, là, il y a beaucoup de gens qui disent mais pourquoi il n'y a pas un tel et pas un tel. Bon, c'est vrai, on est déjà 12. On a essayé de rapprocher les gens qui nous paraissaient les plus proches, comme ça, au jugé. Mais on s'est peut-être trompé sur certains, d'une part. Et puis, c'est vrai qu'il y a une volonté, de toute manière, qui est la nôtre et qui est largement partagée, de discuter plus largement, bien sûr. Donc, on s'efforcera de le faire. Donc, on avait prévu pour cette première discussion un thème de fond. Je ne suis pas sûr qu'on puisse refaire 1 heure encore de discussion. Ça risque d'être un peu fastidieux. Donc, je propose d'intervenir sur le thème, mais simplement de réduire, si vous en êtes d'accord, chaque intervention à 2 minutes. Je suis obligé de faire un peu la police dans ce domaine, de manière à ne pas s'étaler trop, notamment pour ceux qui nous regardent. J'imagine que ce n'est pas toujours très plaisant d'avoir uniquement un panneau virtuel devant soi. En gros, donc le thème était le suivant. Il est donc le suivant. C'est la crise démocratique. On voit bien qu'il y a une césure, une coupure, un fossé qui s'est creusé entre les dirigeants et les dirigés, entre les représentants et les représentés, entre la classe politique et les électeurs, entre la classe dirigeante et les autres, etc. C'est un fossé extrêmement dangereux parce que ça ouvre la porte à la démagogie, à certaines formes de populisme, surtout le populisme d'extrême droite d'ailleurs. Et donc, il faut trouver des solutions. Donc, on a réfléchi à ça chez les engagés. Je ne vais pas vous dérouler mon programme, ça va être trop long. Il suffit de le lire. En gros, on estime que, en 2 mots, on estime qu'il faut rendre la 5e aux citoyens. Il y a 2 choses là-dedans. C'est qu'on ne pense pas, mais on peut en discuter, c'est la discussion, on est là pour ça. On ne pense pas qu'on puisse renoncer à l'élection au suffrage universel du président, un acquis populaire. Et deuxièmement, le fait d'avoir un fait majoritaire n'est pas forcément un handicap. Une des raisons pour lesquelles les gens ont perdu confiance dans les hommes politiques, c'est qu'ils les jugent impuissants. Donc, si on fait des majorités trop instables, cette idée d'impuissance va perdurer. C'est notre idée. Mais ça n'empêche pas de faire des réformes extrêmement profondes. Donc, on a fait une liste de réformes possibles qui porte sur le référendum à 1 million de signatures, sur le rappel éventuel de députés défaillants. Je ne vais pas détailler, tout ça est détaillé dans le programme. Sur un droit de pétition beaucoup plus simple, beaucoup plus large, à 150 000 signatures, qui oblige le Parlement à en débattre, sur la mise en place d'une convention citoyenne tirée au sort, non pas qui aurait un rôle de décision, mais un rôle de consultation, dans le Parlement gardant la légitimité, mais il y aurait une assemblée permanente tirée au sort. Et puis, il y a beaucoup d'autres propositions dans le même esprit, c'est-à-dire organiser l'intervention des citoyens, des citoyennes, entre les élections et pas seulement au moment où ils votent. Et de faire en sorte qu'au fond, il y ait des éléments de démocratie directe qui viennent corriger les défauts très graves qu'on connaît tous de cette 5e République qui a trop tendance à se transformer en monarchie républicaine. Donc voilà, ça c'est notre idée. Je vais, si vous en êtes d'accord, de manière très brève, j'ai essayé d'être bref moi-même, vous donner la parole, peut-être dans le même ordre, après tout, il a l'air de convenir à tout le monde. Donc, si vous voulez bien, si vous en êtes d'accord, on fait 2 minutes. Chacun donne, parce que bon, tout le monde a réfléchi à cette question, évidemment. On n'a pas le monopole des idées, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, je donne la parole à chacun sur la même question. Et donc, je commence par Fanny Bénard, qui a travaillé exactement là-dessus. Oui, tout à fait. C'est au cœur de nos réflexions. Alors, sur... 2 minutes, c'est rapide. 2 minutes. Je reviendrai pas sur le constat. Pour nous, il y a 3 sujets quand on parle de comment remédier à cette crise de la démocratie. Il y a la souveraineté. Alors, je ne vais pas m'étendre sur les outils qui permettent de redonner aux citoyens la souveraineté. Vous avez parlé, par exemple, d'une assemblée citoyenne tirée au sort. Je reviendrai juste sur le tirage au sort qui, pour moi, n'est pas forcément toujours la solution dans le sens où, en fait, c'est un mode de désignation de représentants. Et l'enjeu, c'est en effet aussi... comment, et Guillaume Lacroix le disait tout à l'heure, c'est comment on donne mandat et comment on respecte son mandat par la suite. Et c'est vraiment important, le tirage au sort, c'est un mode de désignation de représentants. Donc il y a les outils de souveraineté, référendum, assemblée citoyenne, plusieurs conventions citoyennes aussi, différentes thématiques, etc. Mais en fait, les outils sans
sans à la fois des citoyens qui sont capables de s'en emparer et des représentants qui sont dans une posture qui est beaucoup plus dans l'écoute et dans la prise de conscience et surtout dans la prise de décision aussi via l'écoute des citoyens, on n'y arrive pas. Donc, au-delà de la souveraineté, il y a l'enjeu de la citoyenneté et comment aujourd'hui on est en capacité d'avoir des citoyens et des citoyennes qui prennent en main ces outils, mais qui aussi comprennent comment on fait la loi, comment fonctionnent nos systèmes. Et aujourd'hui, c'est un vrai enjeu et on se rend compte qu'on a une faille là-dessus, sur la formation des citoyens et des citoyennes à la citoyenneté. Et puis, un enjeu de transparence. Le fait d'être élu et d'avoir mis en place des outils de démocratie directe ou participative, bah, ça ne suffit pas. Il faut des garants. On l'a vu avec la Convention citoyenne sur le climat. Le modèle était bien. Derrière, c'est qu'est-ce que nos représentants en font. Et c'est vraiment le sujet aussi. Donc, en fait, on a ce sujet des outils, ce sujet des citoyens et des citoyennes qui sont en capacité de s'emparer de ces outils et de façon la plus sereine. Et on voit aussi que les débats de la Convention citoyenne pour le climat étaient beaucoup plus sereins que certains débats qu'on a à l'Assemblée nationale. Donc, il y a aussi des questions là-dessus. Et justement, la transparence, la posture des élus, la façon dont ils prennent en compte la voix des citoyens et des citoyennes dans leurs décisions publiques et politiques. Merci beaucoup. Alors, tout ça est enregistré, hein, donc il y aura une trace. Guillaume Lacroix. Oui, je crois que c'est à moi. Merci. En 2 minutes, d'abord revenir sur tout ce que j'ai entendu avant en disant que… Oui, vous pouvez réagir à ce que vous avez entendu. Hein, si on veut réduire le fossé entre la politique et les citoyens, il faudrait que la gauche commence à arrêter d'être en permanence dans le nombrilisme et à errer dans ses propres cimetières, parce que c'est… je le dis, assez fatigant et épuisant. Moi, je n'ai pas été ministre, je n'ai pas été député, je fais partie d'une nouvelle génération de politique et je ne vais pas passer mon temps à me demander si ce qu'on a fait il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans ou il y a 20 ans répond aux enjeux d'avenir. J'ai mon avis là-dessus, mais je pense que nos concitoyens ont surtout très envie d'avoir des politiques qui répondent à leurs problèmes. Leurs problèmes, je l'ai dit, ce sont 4 crises. Une crise économique et sociale, une crise sanitaire, une crise républicaine et une crise climatique. Et tant que la gauche ne sera pas capable de raconter une histoire cohérente sur l'ensemble de ces crises, de faire converger des réponses cohérentes, crédibles sur l'ensemble de ces crises, tant que la gauche continuera de considérer que parce qu'elle a employé les mots qui vont bien à gauche, elle a répondu aux problèmes des gens, je pense que nous pourrons continuer à nous voir le dimanche après-midi encore longtemps. Alors, évidemment, on peut parler tuyauterie démocratique sans vouloir parler de fond. Moi, je veux bien qu'on parle de tuyauterie démocratique. C'est une passion chez les radicaux de parler d'institutions, de république, de mode électoral. Je peux vous le faire toute l'après-midi. Bien sûr qu'on y réfléchit. Alors, si on est un peu utopiste, on pourrait dire que la première des choses, c'est d'arrêter de mentir aux gens et de leur faire croire qu'un homme ou une femme peut tout régler et que l'élection au suffrage universel direct du président, c'est un vrai questionnement. Alors, chez nous, il n'est pas nouveau. Hein. Gaston Monnerville en parlait déjà dans les années 60 en criant à la forfaiture. Je sais que c'est une élection populaire, je ne vis pas hors du monde, mais il n'empêche qu'elle trompe tout, parce qu'elle donne l'impression qu'il y a un super-héros. Surtout, elle tronque la démocratie législative, puisqu'ensuite, on a le sentiment d'avoir une Assemblée nationale de godillots qui est élue dans le sillage du président de la République et qui fait ce que le président de la République lui demande de faire, ce qui pose quand même de vrais problèmes sur le lien entre les citoyens et leurs députés. Et pourtant, ce sont bien, au moment où on arrête le cumul des mandats, les députés qui sont celles et ceux qui sont à portée de baffe, c'est-à-dire celles et ceux à qui on peut tirer le manteau, toucher le bras et dire « écoutez les amis, il y a un moment, ça ne va plus et on voudrait que ça change ». Et c'est bien tout le problème de notre République, elle n'est pas assez responsabilisante pour les parlementaires. Alors après, évidemment, on peut discuter des heures de la place des citoyens dans les rouages de la décision. Je l'ai dit tout à l'heure, ils doivent pouvoir y participer, en responsabilité, en transparence. Il n'y a pas de raison qu'on fasse croire qu'il y aurait un mouvement apolitique qui s'appelle les citoyens. Je crois que c'est faux. Chacune et chacun d'entre nous, son voisin, sa voisine, sa belle-sœur, a une opinion, a une vie, a des intérêts, et donc les citoyens ne sont pas exempts d'une pensée politique. J'arrive au bout. Dire enfin qu'il faut s'appuyer énormément sur les territoires et les élus locaux. Je crois qu'il y a encore un lien extrêmement fort entre les Françaises et les Français et leurs élus de proximité. Je crois que c'est important de renforcer cela. Ça fait des années que la gauche refuse de faire un statut de l'élu pour les élus locaux. Je trouve que c'est extrêmement dommage et au PRG, nous ramenons en permanence cette question des élus territoriaux comme étant un rouage essentiel de la crédibilité démocratique. La politique, ça marche quand on peut engueuler quelqu'un, qu'on le voit, qu'on sait de qui on parle, qu'on sait à qui on parle. Et je crois que c'est vers ça aussi qu'il faut que nous tendions collectivement en parlant, je le redis, à gauche, aux Françaises et aux Français, plutôt qu'à nous-mêmes. Très bien. Corinne Narassiguin.
Oui. Alors, je vais rejoindre pas mal ce que vient de dire Guillaume sur le fait qu'il faut faire attention à ne pas faire de grandes promesses sur les mécanos institutionnels. Je crois qu'évidemment, il y a un dysfonctionnement de la Ve République qui est évident depuis longtemps, qui a été accentué encore plus par les comportements d'Emmanuel Macron avec son mépris de toutes les strates intermédiaires, les corps intermédiaires, les élus locaux et même le Parlement. Et donc, il y a des choses qu'on pourrait très bien changer simplement dans la pratique, ne serait-ce que de décider de changer qui décide de l'ordre du jour des textes qui sont mis au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ça changerait déjà beaucoup de choses dans le rapport de force sans même avoir besoin de passer par un grand changement institutionnel. Je ne veux pas devancer ce que seront les propositions qu'on mettra au débat dans le cadre du travail qu'on fait actuellement sur le projet au Parti socialiste. Ça viendra dans les mois qui viennent. Il y aura bien sûr cette question de savoir est-ce qu'on doit passer à un régime complètement présidentiel où il n'y a plus de Premier ministre ou un régime au contraire totalement parlementaire. La question de savoir quelle est la place de la démocratie participative sans diluer la démocratie représentative. C'est ça que c'est le problème. Je pense qu'avant de chercher les solutions sur le papier, il faut d'abord comprendre quels sont les objectifs. Et je pense que c'est plus la question de l'équilibre réel qu'on peut trouver entre plus de démocratie citoyenne dans l'élaboration de la loi et surtout dans l'évaluation des politiques publiques, dans leur efficacité, dans leur correction. Et sans rien enlever à la nécessité d'avoir une représentation, une démocratie représentative avec des élus qui sont respectés et qui ont toute la place pour faire leur travail. Et je vais rejoindre Guillaume sur le fait qu'on a vraiment besoin de redonner toute leur place aux élus locaux et à repenser donc aussi la décentralisation dans ce pays. Ça n'est pas normal qu'on pense que c'est pas très grave de retarder les élections locales parce qu'il y a une pandémie, de continuer à confiner cette démocratie-là, alors que personne n'envisagerait de retarder l'élection présidentielle ou législative l'année prochaine. Voilà, et donc ce sont tous les échelons. Et puis je l'ai dit juste un petit mot supplémentaire, je l'ai mentionné tout à l'heure, il ne faut pas oublier la démocratie sociale. On a fait des propositions très concrètes sur la question de la co-responsabilité dans les entreprises et le concret pour changer la vie des citoyens dans cette crise économique et sociale, pour réduire l'écart de salaire, pour améliorer les conditions de travail, pour la formation professionnelle. Il faut qu'il y ait une meilleure représentation dans les entreprises. Voilà. Merci Corinne. Mon micro était coupé, j'ai déjà dit merci, mais je vous reconnais. Jean-Christophe Cambadélis. D'abord, merci. D'abord, une proposition, puisque Laurent, tu as évoqué la nécessité de continuer à travailler ensemble. Nous pourrions commencer par une boucle WhatsApp qui permettrait aux uns et aux autres de mettre sur cette boucle ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, ce qui permettrait de donner à nos prochaines réunions un élément commun. Alors, moi, je dirais que je suis tout à fait en résonance avec ce qu'a dit Fanny, c'est-à-dire d'ouvrir des nouveaux champs de la démocratie. Ça me semble nécessaire. Il n'y a pas simplement une coupure entre le bas et le haut de notre société, il y a une coupure entre les citoyens tout autant. Je partage ce qu'a dit Guillaume aussi, à la fois sur la nécessité de se projeter dans l'avenir et de ne pas faire du mécano institutionnel la réponse à toutes les questions, et ce que vient de dire Corinne sur la démocratie sociale. Nous avons travaillé sur la République impartiale, parce que nous pensons que c'est l'image qu'il faut présenter, l'imaginaire qu'il faut présenter à l'ensemble de nos concitoyens. Une République qui soit fortement décentralisée, qui soit en capacité de redonner la place au débat politique. Parce que, évidemment, nos concitoyens doivent y participer, mais d'abord, les femmes et les hommes politiques qui sont élus doivent pouvoir retrouver du pouvoir. C'est la raison pour laquelle nous proposons l'abrogation de l'article 40 de notre Constitution, qui fait que le Parlement, et ce n'est pas les parlementaires ici présents, que ce soit Aurélien, que ce soit Paola ou que ce soit Émilie, qui me contrediront, le Parlement n'est pas en capacité de décider du budget de la nation. C'est Bercy qui décide du budget de la nation, et Pierre a longtemps et souvent combattu contre cette dimension technocratique de la Ve République. Donc il faut retrouver, je crois, dans ce domaine, la possibilité d'un Parlement qui soit réellement un Parlement indépendant et qui soit en capacité de représenter nos concitoyens. Donc République impartiale, décentralisation
et en même temps Parlement restauré dans une 5e République, vous l'avez dit les uns et les autres, qui a la primauté de l'exécutif sur les législatifs, à tel point même qu'il jugule et le judiciaire et le reste. Je crois que c'est une question essentielle, mais je dirais un dernier mot. Il n'y a pas de démocratie qui vaille sans une république sociale. Si vous avez 8,5 millions de Français qui sont dans la précarité ou dans le chômage, c'est très difficile de construire une démocratie viable. Merci. Merci Jean-Christophe. Je poursuis le tour de table deuxième. Donc, Célia Bloel. Oui, je crois que le sujet de la défiance, c'est un sujet qui plus nous interroger, elle doit nous alerter quand on voit aujourd'hui les réactions que ça peut susciter, notamment un vrai terreau aussi au complot et vraiment un détachement très fort entre le politique et le citoyen. Il y a plein de choses, vous avez dit que je partage. Moi, je reviendrai peut-être sur 3 éléments. D'abord, la question même des élus et l'exercice du pouvoir. Je crois qu'il faut le faire, cet exercice d'abord de l'exemplarité. On dit beaucoup de choses toujours dans les élections, mais finalement, aujourd'hui, si on prend des sujets comme à l'extrême la Suède, on est terriblement old school aujourd'hui dans la façon dont on exerce encore les mandats et dont on peut les contrôler. Et j'y mettrai un deuxième tenant, c'est aussi peut-être trouver la manière de redonner sa place aux politiques, qui peut beaucoup plus qu'on le croit, et mettre des pare-feux par rapport à ce que moi je trouve on observe encore beaucoup trop, des gens très contents d'avoir une écharpe tricolore, mais qui font pas grand-chose de leur mandat, ou au contraire tétanisés face à des lobbies, et donc de redonner pleinement cette place aux politiques qui peut, moi je trouve beaucoup plus qu'on ne le pense. Deuxième élément, travailler sur la participation. Je partage ce que disait Fanny, il y a des questions pour ceux d'éducation, de trouver les bons outils, mais là aussi en trouvant le bon dosage, comme disait Corinne. Pendant un temps, les élus se sont cachés derrière les experts. Il ne faut pas se cacher derrière la démocratie participative. C'est à mon sens une des grosses erreurs d'Emmanuel Macron aujourd'hui, qui met une convention citoyenne toutes les 3 minutes pour faire des choses dont on sait qu'il faut les faire et comment les aborder, et aussi en travaillant sur le sujet de la transparence. Pourquoi cette crise, de la défiance s'est creusée? Parce qu'il y a aussi une infantilisation extrêmement forte. Il faut dire la vérité en temps de crise. Les gens ne sont pas bêtes. Il faut partager l'information, il faut avancer. Je trouve que c'est assez pathétique, cette peur qu'il y a, et qu'on peut tous avoir. Hein. C'est des réflexes qu'on peut tous avoir dans nos formations politiques. Donc la transparence, c'est un gros sujet. Et transparence, c'est mon dernier point, dont ne bénéficient pas non plus les territoires. Il y a vraiment un sujet territoire. Je voyais dans les commentaires, je suis parisienne, je n'ai pas le droit de parler des territoires, semble-t-il, mais je vais le faire quand même. Les territoires, aujourd'hui, c'est ceux qui font face à toutes les crises. Ce sont les territoires à d'autres échelles, les villes qui ont secoué les institutions internationales sur la question des climats, les villes et les villages depuis 5 ans qui accueillent les migrations et les personnes en situation de migration et de grande précarité. Ce sont les villes et les villages encore qui ont fait face à la crise de la Covid. Je vous rappelle les premiers temps où l'État quand même était complètement largué, et des élus locaux qui ont dû faire face. Donc moi, je pense vraiment évidemment que l'État doit conserver des compétences régaliennes, mais qu'il est temps de faire ce mouvement vers ces territoires qui ont aujourd'hui plus d'agilité, plus de capacité à répondre à ces sujets. Non seulement un mouvement, alors décentralisation, appelons comme on veut, mais aussi une capacité à faire des alliances, parce que le temps demain, quand je dis les temps des territoires, ce sera aussi le temps de l'alliance, notamment de l'urbain avec le rural. C'est cette histoire-là qu'il va falloir écrire, et qui sans doute rapprochera aussi la décision des citoyens et leur ouvrira peut-être plus de portes pour y participer. Merci Célia. Aurélien et Émilie. Alors là, vous êtes dans un exercice difficile parce que vous avez 2 minutes. Alors, on va faire une petite tolérance, mais droit au but, pas de problème. On garde le rythme, c'est mieux. Ouais. Non. Non, effectivement, cette question démocratique, évidemment, pour nous, elle est absolument centrale. La question de la démultiplication des espaces de décision qui a été évoquée dans plusieurs interventions, moi, j'y souscris pleinement. Moi, aujourd'hui, je considère qu'on est... la révolution démocratique d'Emmanuel Macron s'est transformée en un césarisme technocratique. Il ne pouvait rien arriver de pire sur le plan du partage du pouvoir, donc il faut absolument remédier à ça. Moi, j'insisterai simplement sur un point, c'est la question de la représentativité. Effectivement, des grosses lacunes de ce quinquennat, ça a été de finalement passer par perte et profit les corps intermédiaires. C'est grave. Néanmoins, ça ne doit pas... il ne faut quand même pas oublier que nous devons aussi pouvoir les réinventer, ces corps intermédiaires, parce que ce n'est pas pour rien s'ils étaient aussi affaiblis, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan syndical. Donc ça, c'est quelque chose qui doit
beaucoup nous occuper. Il faut aussi qu'ils puissent représenter des gens qui sont trop peu représentés aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien si les Gilets jaunes étaient sur les ronds-points et pas dans leurs syndicats. Ce n'est pas pour rien si dans les quartiers populaires, il y a un très faible vote. Ce n'est pas pour rien si les travailleurs des plateformes se sentent complètement oubliés. Donc, c'est tout ça qui doit nous interroger aussi quand on parle de crise démocratique. Un mot aussi sur les aspects plus politiques. Je pense que pour être crédible là-dessus, il faudra que dans la manière dont on abordera 2022, on ait quelque chose aussi qui soit à l'exemple des propositions qu'on veut faire sur les institutions ou sur la pratique du pouvoir. Et donc, toutes les méthodes qui consisteraient finalement à laisser le citoyen en dehors me semblent exclues, que toutes ces méthodes de conclave, de comité des sages ou autres, je ne pense pas que c'est comme ça qu'on y arrivera. Et évidemment, il y a dans la question des institutions des questions à poser. J'ai beaucoup aimé la référence à l'article 40 faite par Jean-Christophe. Il faut aussi poser la question de la proportionnelle. Il faut aussi poser la question des méthodes qui permettront une véritable diversité et représentativité politique. Et je laisse la parole à Émilie. Alors, Émilie. Merci Aurélien. Alors après, pour compléter ce que vient de dire Aurélien, je pense que dans l'exercice même du pouvoir, il y a absolument besoin d'un certain nombre d'éléments pour tendre vers beaucoup plus de démocratie. Alors déjà, il nous faut de la transparence, ça a déjà été dit, et on le voit là dans la crise sanitaire, combien le manque de transparence finalement met en risque l'adhésion de la nation. Et ça, c'est absolument le fondement même de la démocratie. La démocratie, ça ne peut pas être des décisions prises par une poignée de technocrates relayés par 2 ou 3 politiques ou un gouvernant qui a tous les pouvoirs. La démocratie, c'est bien l'intelligence collective qui fait monter des solutions. Et donc, il faut trouver dans le mode de fonctionnement de nos institutions la manière de faire vivre les remontées de ces préoccupations citoyennes, alors peut-être avec des chambres citoyennes, mais aussi dans la composition même d'un Parlement qui serait peut-être moins majoritaire, avec peut-être ce mode plus proportionnel, de travailler des projets de loi plutôt sur le mode du consensus, parce qu'un projet de loi qui est bâti sur un consensus, il est beaucoup plus robuste qu'un projet de loi qui émane comme ça d'une majorité qui finalement est complètement sourd au moindre amendement. Par ailleurs, je pense qu'il faut absolument réformer les grands corps de l'État ou pondérer le poids des grands corps de l'État, le poids qu'ils ont aujourd'hui dans le fonctionnement de notre État. Il faut absolument réformer le mode de recrutement de l'ENA parce que ça reste quand même le rouage de l'administration. Et puis, je pense qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais il y a absolument besoin de rénover le syndicalisme aujourd'hui. Ce n'est pas normal que dans un certain nombre de secteurs socioprofessionnels, aujourd'hui, on a des collectifs de travailleurs en colère qui se fondent parce que les syndicats ne portent plus leur voix. Donc, il va falloir travailler aussi sur le syndicalisme parce que, encore une fois, les solutions, elles émaneront dans les corps publics et dans les corps privés, de l'intelligence collective. Et donc, les nouveaux syndicats rénovés doivent pouvoir porter ces vraies paroles. Voilà. Jean-Marie. Okay. Oui, merci. En deux minutes. Non, je me trompe. Je ne parlerai pas de… Jean-Marie Alexandre. Ah, pardon, excuse-moi. Il y a 2 Jean-Marie, je suis désolé. Oui. Jean-Marie Alexandre. Oui, je ne sais pas si… Oui. Est-ce qu'on m'entend? Je ne sais pas. Oui, on vous entend. C'est toujours faire court, hein. Toujours très court. Très rapidement, je ne pense pas avoir été le plus bavard, mais j'écoute avec attention. Très rapidement, je voudrais mettre en garde par rapport à cette mode qui consiste aujourd'hui sur bon nombre de médias à s'en prendre à certains élus, où le parlementarisme est mis en cause régulièrement, alors qu'il y a 500 000 élus en France qui ne sont pas tous parlementaires et qui font, on l'a dit, un travail formidable sur le terrain. Je pense également qu'il y a lieu de mettre en place la proximité entre les citoyens et ceux qui administrent la cité, le département, la région, voire l'intercommunalité. Et le principe de subsidiarité doit s'affirmer davantage qu'il ne l'est aujourd'hui. Pour un seul exemple, sur les régions, eh bien, les régions aujourd'hui, l'une des principales dépenses des régions, l'un des principaux budgets, c'est le budget transport. Or, le transport, c'est la SNCF, et les régions ne décident rien du trafic qui se fait, donc de la mobilité, et pourtant c'est un secteur extrêmement important. Et d'ici de rien, on reçoit la facture, point à la ligne. Il faut donc aller vers cette troisième étape de la décentralisation et très rapidement. Voilà ce que je voulais dire. Les élus ne sont pas des voleurs, des menteurs. Certains ont fauté. Il faut rapprocher l'élu du citoyen.
que ceux qui ont fauté soient punis très sévèrement parce qu'ils avaient la confiance des électeurs, ils l'ont trahi et pour cela, évidemment, il ne faut pas pardonner facilement. Pour ce qui est du reste, ils sont estimables et ils doivent être respectés. Merci Jean-Marie. Paula Fortezza. Merci. Donc, très rapidement, je vais mettre en avant quelques idées. La question de la transparence, évidemment, Célia l'a dit, Émilie l'a répété, est clé. Moi, j'étais très surprise au début du mandat quand j'avais proposé des outils clés en main à mes collègues pour, par exemple, mettre en ligne leur agenda, leurs dépenses, etc. et de sentir un blocage presque culturel. On me répondait, mais c'est du voyeurisme, on va alimenter l'antiparlementarisme, etc. Alors que c'est totalement le contraire. Et on le voit là, en temps de crise, à quel point ce manque de transparence alimente finalement de la méfiance, des discours complotistes, des fake news qui se diffusent de plus en plus. On le voit, je crois, tous ici, même dans nos proches, dans nos familles, on voit ces discours se multiplier et ça vient de ce manque de transparence et ce manque de sincérité dans la parole publique. Pour une mesure très concrète dans l'immédiat, ça pourrait être de demander que ce fameux conseil de défense mette ses comptes rendus en public. C'est-à-dire que ce n'est pas possible que tout ça reste sous le sceau du secret défense alors qu'on ne parle pas du tout là-dedans de questions liées aux intérêts de sécurité nationale, mais bien d'une crise sanitaire qui impacte toute la population. Un deuxième volet, c'est la question donc, de la participation citoyenne. Ça, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis longtemps. Et moi, je me dis de plus en plus que ça ne va pas suffire de multiplier ces espaces de participation citoyenne. Il faudra évidemment les institutionnaliser, mais on a vu le grand débat, la convention citoyenne, à quel point ça peut devenir un échec s'il n'y a pas de débouché derrière, de vraie écoute de ce travail. On demande aux citoyens de s'engager et ça génère plus de frustration derrière si le résultat n'est pas pris en compte. Donc, je crois qu'il faut aussi travailler beaucoup sur cette question de la représentativité de nos instances. Je vais partager un petit exemple de ma circonscription. Au Chili, ils sont en train de mettre en place l'Assemblée constituante et ils ont mis en place tout un tas de règles de scrutin pour permettre, par exemple, la parité réelle, effective, donc non seulement sur les candidatures, mais sur les sièges, donc à la sortie. Il y a tout un cadre aussi pour permettre des candidatures indépendantes, en dehors des partis. Ils ont mis en place tout un système aussi pour avoir une représentation des minorités, donc par exemple des peuples autochtones. Et donc tout ça, c'est des choses qu'il faut réfléchir en France. Il faut que tout le monde se sente vraiment représenté pour aller contre cette idée d'une élite un peu qui aurait verrouillé le pouvoir. Et notamment, je pense que la question du financement de la politique est clé aussi à travailler pour permettre des candidatures en dehors des partis aussi d'émerger. Par exemple, on pourrait mettre en place un prêt garanti pour des candidats qui aient un certain parrainage citoyen, avec des soutiens de signatures de citoyens qui puissent débloquer directement un prêt garanti par l'État. Il y avait eu beaucoup de discussions autour de ça lors de la loi Confiance, autour de l'idée de la Banque de la démocratie qui avait été votée, l'idée du MoDem, et qui n'a pas été mise en place. Je crois que ça, c'est vraiment clé pour que tout un chacun puisse se sentir représenté par nos instances. Voilà. Désolé de vous couper, mais non, évidemment. Chacun puisse s'exprimer. Donc là, maintenant, c'est Jean-Marie Cambacérès. Merci. Je vais essayer en 2 minutes d'apporter quelque chose de nouveau parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Nous aussi, on a beaucoup de propositions là-dessus, mais on ne va pas les distinguer maintenant. Je crois qu'il faut faire très attention. On s'aperçoit effectivement qu'il y a un désintérêt des citoyens pour les institutions et pour les partis. Il y a aussi une impatience. Au bout d'un an et demi, il y a des procès en illégitimité de ceux qui ont été élus. Et donc, il faut essayer de faire participer les citoyens entre les élections. Mais il faut faire attention de ne pas remettre en cause la démocratie représentative. Parce que c'est l'alpha et l'oméga. Vous avez des grandes puissances dans le monde qui attendent que ça, de prouver que la démocratie représentative ne fonctionne pas pour le remplacer par autre chose. Et vous avez les populistes à l'intérieur qui attendent que ça aussi. Donc, il faut l'améliorer, mais pas la déstabiliser. Alors, effectivement, il y a une concurrence dans la fabrique de la décision politique
entre la démocratie participative, la démocratie consultative, dont beaucoup ont parlé, et la démocratie sociale avec les organisations professionnelles. Et il faudra trouver un équilibre dans tout ça, je vais aller très très vite. Et donc nous avons 3 paquets, comme ça on s'en rappellera. D'abord, quelque chose qui est constitutionnel, législatif et réglementaire, c'est là où tout ce qu'on a dit sur l'augmentation du rôle du Parlement, sur la proportionnelle, sur la suppression, où nous on rajoute de la Cour de la justice de la République, l'indépendance du parquet, etc. Un deuxième volet, et l'égalité homme-femme aussi, parce qu'il y a des endroits où il n'est pas encore organisé par la loi, notamment dans les communautés de communes. Un deuxième paquet qui sera dans la décentralisation, mais une vraie, pas une déconcentration, avec beaucoup de nouveaux pouvoirs, notamment outre-mer, et de nouveaux moyens. Et puis un troisième volet sur justement la parole citoyenne, avec tout ce qu'on a dit, hein, sur le tirage au sort, les pétitions citoyennes, mais aussi les organisations professionnelles, les syndicats, car si le pouvoir en place veut individualiser tout le monde pour lui parler directement, c'est très mauvais pour la démocratie. Il faut que les organisations professionnelles restent ensemble. Et donc, j'en terminerai pour dire qu'il faut donner de l'enthousiasme, parce qu'une société qui serait participative, c'est beaucoup plus intéressant qu'une société qui subit. Et il faut éviter les communautarismes et il faut réenchanter cette notion de vivre ensemble un peu désuet, mais pour lequel aussi on a des propositions. Merci. Merci Jean-Marie. Emmanuel Cos. Oui, merci. Très rapidement. La première chose, c'est que dans nos discussions, je pense qu'il serait intéressant qu'on ait plus d'élus locaux, parce qu'on parle beaucoup des territoires et je pense que c'est absolument essentiel. Alors après, moi, je dirais 2 choses. La première, on parle beaucoup de la crise de la représentation, mais pour moi, elle est aussi liée à une crise de l'État et surtout à la faiblesse de l'État, notamment dans les territoires. Je peux vous le dire, notamment sur les politiques de logement et leur application, on a un État à l'os. Et c'est une discussion aussi extrêmement importante. C'est qu'aujourd'hui, les élus ne peuvent pas assumer tout seuls une crise de la démocratie si en fait on n'a pas l'effectivité des mises en œuvre des politiques publiques sur les territoires. C'est ça qui se passe aujourd'hui, et y compris le conflit avec aujourd'hui, on l'a bien vu sur la gestion du Covid, où en fait ce sont les territoires qui ont été à la rescousse d'un État qui était défaillant. Et je pense qu'il ne faut pas dissocier les choses, les 2 choses, elles me semblent assez liées. Ensuite, sur quelques propositions, bon, moi je reste favorable aux élections législatives à la proportionnelle, parce que je pense que peut-être qu'elles vont créer plus d'instabilité, mais elles obligeront les gens à se parler et à chercher du compromis et à construire ensemble. Parce que le mode d'élection que nous avons aujourd'hui nous empêche de construire ensemble et justement d'amener beaucoup plus de gens sur des positions beaucoup plus larges. Et puis, comme d'autres, un renforcement de la décentralisation avec des moyens plus forts donnés au territoire. Ensuite, il y a la question de la concertation, de la place de toutes ces chambres nouvelles, conventions citoyennes, qui, à mon avis, sont des expériences extrêmement intéressantes et qui permettent justement d'améliorer la mise en œuvre des enjeux démocratiques. Mais je veux quand même juste faire une nuance, et ce n'est pas pour m'opposer à ces systèmes-là. La première chose, c'est comme l'a dit Célia, quand quelqu'un qui est au pouvoir ne veut pas faire des choses et qu'il confie à une convention extérieure du suffrage universel à réfléchir à des projets, c'est ce qui s'est passé sur la Convention citoyenne pour le climat. Le travail qu'a fait la Convention citoyenne, il aurait dû aussi être mené par l'État en parallèle et ne pas déléguer tout, parce qu'on voit bien à la fin ce que ça crée. Et puis ensuite, la question, c'est qui exerce l'intérêt général ? Quand vous êtes élu au suffrage universel, vous êtes quand même chargé de mettre en œuvre l'intérêt général. C'est une notion dont on ne parle plus du tout et pour moi, elle est essentielle. C'est quand même l'intérêt général qui, à mon avis, aujourd'hui, nous oblige à faire certaines choses. Et on ne peut pas se délier de cet intérêt général. Et je pense que les citoyens ne s'en délient pas, mais les élus non plus. Et ça, c'est un sujet qu'il faut qu'on ait évidemment en tête, qu'on réfléchit à mettre plus de chambres citoyennes, qui sont pour moi essentielles, mais qui ne peuvent pas répondre non plus à tous les enjeux du suffrage universel. Merci Emmanuel. Pierre Larouturou. Merci Laurent. Je me souviens de mes lectures de Pierre Mendès France qui expliquait déjà que le manque de justice sociale vient d'un manque de démocratie. Et c'est un des textes les plus lumineux de Pierre Mendès France, une des raisons pour lesquelles il critiquait la Ve République mise en place par De Gaulle, comme beaucoup de gens de notre famille. Et effectivement, un système qui provoque autant de précarité, autant de pauvreté, autant d'inégalités, un système qui fout en l'air le climat et la biodiversité.
Ce système aurait dû être transformé depuis très très longtemps si on était dans des systèmes démocratiques, puisqu'on est très nombreux à vouloir ce changement. Donc, je crois qu'il y a un grand accord entre nous, autant sur les questions de croissance et les questions économiques, les questions de climat, il faut débattre et débattre entre nous, autant je pense que sur les questions de démocratie, on peut arriver assez vite à un accord sur la proportionnelle. Emmanuel et d'autres viennent d'en parler. C'est faux que la proportionnelle n'amène pas forcément à l'instabilité. Il y a des pays où on a mis en place de la proportionnelle, ou bien des niveaux locaux où on l'a mis en place sans instabilité. Au contraire, le débat démocratique est plus riche. Nouvelle Donne propose aussi de diminuer les pouvoirs du président de la République et puis de renforcer le pouvoir des citoyens. Là aussi, c'est Pierre Mendès France qui disait être citoyen, c'est pas juste voter une fois tous les 5 ans et puis aller se rendormir. Avec la loi d'initiative citoyenne, on pourrait permettre aux citoyens d'être actifs en permanence. La loi d'initiative citoyenne, c'est une idée très simple. Dès qu'un texte est signé par 100 000 personnes, il arrive à l'Assemblée avec le même poids qu'un texte qui vient du ministère des Finances ou du ministère des Affaires sociales. La prochaine réforme des retraites, elle n'est pas obligée de venir du ministère des Affaires sociales, elle pourrait venir d'un collectif de citoyens. C'est débattu à l'Assemblée, donc Jean-Marie l'a dit, il ne s'agit pas de diminuer le pouvoir de l'Assemblée, au contraire, proportionnelle et loi d'initiative citoyenne, c'est à l'Assemblée que se font les décisions, mais au bout d'un an, ceux et celles qui ont lancé la loi d'initiative citoyenne, s'ils pensent que le texte a été édulcoré, ils peuvent, dans certaines conditions, demander un référendum. Donc, c'est des propositions, je pense qu'en débattant, on pourrait se mettre d'accord assez vite. Nouvelle Donne fait aussi des propositions pour renforcer la démocratie dans l'entreprise et au niveau européen. Ceux qui vous disent que l'Europe c'est foutu parce qu'il faut toujours l'unanimité, c'est faux. On vient encore d'obtenir un texte de la Commission européenne qui dit qu'on peut avancer sans l'unanimité en coopération par exemple sur la taxe sur la spéculation, mais quand même, il y a un énorme problème de démocratie au niveau européen. Donc, ce serait bien que la gauche arrive au pouvoir avec des propositions et des moyens de changer les règles au niveau européen. Dernier point, je pense que si on veut être convaincant, il faut que nos propositions arrivent au pouvoir et que si on n'arrive pas au pouvoir en 2022, ça ne servira à rien d'avoir le meilleur projet de rénovation démocratique. La plupart d'entre nous, on a rencontré les gens du pôle citoyen. Pour ceux qui ne les ont pas encore vus, je vous conseille de les rencontrer. C'est un collectif de jeunes, de 15 coalitions qui ont fait un énorme boulot pour se mettre d'accord sur des propositions concrètes dans les domaines sur lesquels ils travaillent, le climat, le logement, la lutte contre les violences faites aux femmes, l'accès aux droits. Et ils nous proposent une façon d'élaborer un projet en commun et de nous mettre d'accord sur un processus de départage pour arriver à une candidature unique. Donc, je pense qu'à la prochaine réunion, Laurent, si tout le monde est d'accord, on devrait les rencontrer, on devrait rentrer en dialogue vraiment avec eux et sans doute accepter ce qu'ils nous proposent pour arriver à construire ensemble un projet commun avec un maximum de citoyens et arriver à une candidature unique qui nous donnerait plus de chances que toutes nos idées sur la démocratie soient mises en place dans un an ou dans 2 ans. Okay. Merci. Écoute, voilà une excellente suggestion, elle est notée, on essaiera de la mettre en œuvre. Bon, il est 5 heures, ça fait 1h30 que nous débattons. Je pense que vu le cadre, vu la technique, la technologie qu'on emploie, c'est difficile d'aller au-delà. Je voudrais vous remercier pour votre concision, votre participation d'abord, conviviale et sympathique d'abord, pour votre concision et pour le fait que vous avez apporté beaucoup de propositions dans cette discussion, même si c'est parfois, on a été obligé de parler vite, mais ça a été riche. Et donc, ce que je vous propose, plusieurs personnes ont dit, bon alors, revoyons-nous, faisons, etc. Donc, je propose la chose suivante. D'abord, pour qu'il reste une trace, ça me paraît logique, on fera un petit compte-rendu succinct de ce qui s'est passé, hein, et on vous l'enverra à tous avant de le mettre sur notre site, de manière à ce qu'il n'y ait pas de gens ne disent pas, mais non, je n'ai pas dit ça, j'ai dit autre chose. Donc, on va faire ça. Et deuxièmement, je propose que je trouve que c'est une bonne expérience, c'est utile, et qu'on voit qu'il y a beaucoup de convergences, on voit qu'il y a des points de clivage, donc qui doivent être réglés. Donc, je vous propose de nous retrouver. On peut se retrouver, par exemple, le premier dimanche du mois prochain. Donc, ce serait le premier dimanche de mars. Et donc, j'enverrai des invitations. Après, chacun est libre, évidemment, et chacun réagira comme il l'entend. Donc, j'enverrai une invitation en bonne et due forme. Peut-être qu'on aura quelques contacts comme ça, bilatéraux, informels, et on choisira un sujet qui nous paraîtra le plus utile. Ce qu'a dit Pierre est effectivement important. Si on a un invité ou des invités qui ont une réflexion à part, originale, et qui peut enrichir tout le monde, on les fera venir. Et donc, et puis on essaiera d'élargir, hein, puisque beaucoup de gens ont dit, mais pourquoi il n'y a pas ceci, cela, etc. Bon, on était déjà 12, c'est pas mal, mais on peut faire mieux, on peut faire plus. Donc voilà, je vous propose que Laurent,
et puis remercier les... Oui, Laurent, ce qui serait bien peut-être, parce que j'ai vu beaucoup d'idées qui étaient proposées, c'est qu'on ait les emails de la dizaine qui étaient là et qu'on s'envoie nos propositions réciproques. Ah bah, très bien. Après d'y réfléchir entre nous, et puis après, comme ça, on serait plus performant la prochaine fois, quoi. Mais il faut aussi une boucle WhatsApp, Laurent. Il faut que les décisions puissent être prises en commun, qu'il y ait une boucle qui nous permette de gérer. Tu ne vas pas tout faire en bilatéral. Tu as raison. Mais on vient de créer, mon ami Benoît, qui n'est pas loin de moi, m'a dit qu'il venait de créer une boucle WhatsApp. Bravo Benoît, vive Benoît. Qui s'appelle Zoom de la gauche, puisqu'on a pris cette... Donc voilà, on peut communiquer de manière informelle par cette boucle et je vous enverrai des invitations ainsi qu'un petit compte-rendu succinct, mais fidèle. Et je voudrais enfin, avant de couper le sifflet à tout le monde, je voudrais remercier ceux qui ont assisté de l'extérieur, qui sont nombreux à cette réunion, à ce Zoom de la gauche, qui est le premier du genre, et les inviter à nous rejoindre. Alors rejoindre, quand je dis nous, ce n'est pas forcément nous les engagés, parce que je ne suis pas monopolistique, c'est rejoindre l'une des organisations qui sont là, ou toutes les organisations qui sont là, si vous voulez, mais à vous engager à votre tour, là où ça vous paraîtra le plus utile. Donc merci à tous, merci aux intervenants, merci aux internautes qui nous ont suivis, et puis à très bientôt.